C'est comme ça. On est avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, il y a des Canadiens qui sont poignants les rangs et qui trouvent que vraiment le gouvernement fédéral dort au gaz bien raide, là. Oui, ben je vais te dire, c'est souvent comme ça, hein, quand il y a des crises, des guerres, les gens s'attendent à ce que le gouvernement les sorte de là, tu sais. Puis dans les faits, c'est jamais comme ça que ça se passe, là. Puis les Américains aussi trouvent que leur gouvernement dort au gaz, mais c'est ce qui alimente cette perception-là, je pense, c'est... As-tu vu un ministre du gouvernement canadien à la télé depuis 4 jours? Non. As-tu entendu un ministre du gouvernement canadien? À part une petite clipette là, de Mme Anand? Ils sont où? Ils sont en voyage avec le premier ministre. Puis le premier ministre, lui, sa priorité, c'est l'Inde. Puis là, il est en Australie. Fait qu'on l'a pas entendu. Ouais, mais là, le monde est en train de brûler, là. Ben alors, supposément que cet après-midi, là, donc demain matin, là, parce qu'on est déjà demain matin en Australie, il devrait prendre la parole, parce que la liste des questions est comme sans fin. Pourquoi avoir appuyé les États-Unis sans réserve? Est-ce qu'il y avait des militaires canadiens impliqués dans la planification de cette attaque-là? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'échanges entre le Canada et les États-Unis en termes d'état-major. Est-ce qu'il y a des forces spéciales canadiennes qui sont impliquées là-dedans? Aucune réponse sur ce front-là. Puis qu'est-ce que vous faites pour les Canadiens? Je remarquais, écoute, c'est hier après-midi, hier en fin de journée, les États-Unis ont demandé et recommandé que tous les ressortissants américains au Moyen-Orient, tu sais, c'est assez quitte. Pour le Canada, à l'heure où on se parle, les Émirats arabes unis, Oman et la Jordanie, la vie, c'est encore d'éviter les voyages non essentiels. Ben voyons. Je te niaise pas, je viens d'aller regarder. Là. Puis c'est cet après-midi à 1h30 qu'on a mis Liban, Israël et Bahreïn sur la liste des pays où il faut éviter tout voyage. Alors, là, qu'est-ce que va faire le gouvernement? On sait que les États-Unis, eux, sont en train d'organiser petit à petit là, des vols militaires d'évacuation. La France, le président Macron a annoncé aujourd'hui qu'ils sont en train d'organiser ça, là, mais tout le monde ne pourra pas être évacué. Là. Je veux dire, dans la région seulement, il y a 100 000 Canadiens qui sont enregistrés. Donc, on ne peut pas s'imaginer que le gouvernement va pouvoir évacuer tout le monde. Là, ce qu'on entend, ce que nous rapporte la presse canadienne qui est en voyage avec le premier ministre et la ministre des Affaires étrangères en ce moment, c'est que le Canada sera en train de négocier avec Oman pour pouvoir utiliser leur espace aérien qui est fermé, dans l'éventualité où on organiserait des évacuations militaires. Alors, on est encore un peu dans le néant. Puis, ce qui m'a fait bien rire, c'est que notre collègue Anne-Sophie Jobin, ce matin, a écrit aux Affaires étrangères, c'est quoi le plan pour les Canadiens? Je te lis la citation. « Les Canadiens et Canadiennes qui se trouvent dans un pays touché devraient préparer des plans d'urgence sans compter sur l'aide du gouvernement du Canada pour quitter ce pays. » Et bonne chance. Arrangez-vous. You're on your own. Fait que, alors... Sacrifice. Mais ça s'invente pas. Mais ce qu'il y a de très... ce qui amplifie cette crise-là, cependant, c'est qu'il y a deux sortes de ressortissants canadiens qui sont coincés là-bas. Là. Il y a ceux qui habitent là-bas. OK? Ça, c'est une catégorie. Et qui, soudainement, veulent quitter. Puis là, il y a toujours un débat à savoir sur si c'est le rôle du gouvernement de les évacuer ou pas. Rappelle-toi la guerre au Liban. En 2006, le Canada avait évacué comme 30 000 Libanais. À un moment donné, le Canada a dit, écoutez, c'est terminé. Là. Vous habitez au Liban, on n'a pas d'affaire à vous sortir de là. Oui. Alors, mais ces gens-là, s'ils sont sous les bombes, ils vont vouloir rentrer. Après ça, il y a ceux qui sont en voyage, qui sont en état de panique et qui veulent rentrer. Mais le plus compliqué, c'est que Dubaï, Abu Dhabi, c'est des plaques tournantes aéroportuaires, là. Je veux dire, tu vas en Australie, tu vas en Asie, je veux dire, c'est des énormes aéroports. Donc, il y a énormément de Canadiens, en plus de ceux qui sont en voyage, de ceux qui habitent là-bas, qui sont juste coincés parce qu'ils ont atterri à Dubaï, puis la connexion est jamais repartie, tu comprends-tu? Et que là, il faut qu'ils trouvent une façon de rentrer au Canada, de se rendre ailleurs, etc. Donc, moi, j'ai toujours tendance à essayer d'être un peu indulgente avec le gouvernement parce que tu peux pas tout régler, tu sais. Puis c'est immensément compliqué, surtout quand il y a une guerre. Mais fais la comparaison. Quand ils ont fermé la planète à l'époque de la COVID, le ministre François-Philippe Champagne était dans l'espace public 3 fois par jour,
en train d'expliquer. On travaille là-dessus. T'sais, le plan, c'est A, B, C, D. Je vais vous revenir avec des nouvelles. Suivez notre... Les gens savaient regarder. Il y avait le sentiment que le ministre était là, puis travaillait. aux commandes oui. de la patente. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on a une ministre des Affaires étrangères qui est à l'étranger. Il n'y a personne qui a été délégué ici au Canada pour prendre le relais. Et donc, ça accentue l'impression qu'il se passe rien, alors qu'on est tous d'accord que c'est pas vrai. Là. Je suis sûre que dans la salle de commandement des ministères des Affaires étrangères, dans le sous-sol, il doit y avoir comme 400 personnes qui travaillent sans arrêt. Mais parce que c'est pas coordonné, ben les gens savent pas où regarder, comment donner de la tête. Ben écoute, là, Alexandre, manque de repères. Alexandre nous disait que les gens vont sur le site là, du gouvernement canadien, là, ambassade, puis tout ça, puis il y a des liens, clique sur le lien, puis ça dit on est trop occupé, il y a trop de, mais non, mais il y a trop de trafic sur Internet, puis on peut pas répondre. Il y a le temps à boire. Là, oui, mais c'est le problème, c'est que c'est toujours comme ça quand il y a des crises de cette ampleur-là, inévitablement. Mais quand, en plus, le gouvernement semble être aux abonnés absents dans l'espace public, ben là, les gens sont complètement démunis. Qu'est-ce qui aurait empêché que hier matin, des hauts fonctionnaires fassent un point de presse, disent, écoutez, on est au courant des problèmes pour l'instant. Ben oui. Voici les étapes à suivre. Vous avez de la misère à nous rejoindre, ne vous en faites pas. On est en train de compiler les dossiers. Au moins, les gens sont rassurés qu'il y a quelqu'un qui veille au grain. En ce moment, on est dans le grand néant. Puis je comprends les gens qui sont à l'autre bout d'avoir des doutes sur si on s'occupe d'eux ou pas, parce que c'est le silence radio. Hier, on avait Maxime Bernier à l'émission, puis il disait « j'aurais aimé que M. Carney fasse comme Jean Chrétien lors de la Deuxième Guerre en Irak, en disant « Nous dénonçons l'intervention américaine, on ne veut pas y participer, puis on trouve que c'est épouvantable, etc. » C'est ce qu'il disait, lui. J'ai dit « Ben oui, mais c'est ça, c'est comme si ta voisine te fait battre, tu l'entends se faire battre, puis tu dis rien, puis tu fais rien. » Ben... c'est une façon de voir les choses. Moi, je pense que quand M. Carney parle de rupture, là, il l'a beaucoup présenté sous l'angle de la rupture avec le fait de se fier aux Américains comme un partenaire loyal, cohérent et rationnel. Mais l'autre rupture qui vient avec ça, c'est que à partir du moment où les États-Unis n'ont plus aucun respect pour les institutions internationales, mais les institutions internationales ne tiennent plus. Je veux dire, tu peux dire ça prend un mandat des Nations unies. Ça a lieu en ce moment, là. Alors, de un. Mais de deux, je pense que c'est important qu'on comprenne pourquoi M. Carney appuie cette démarche-là. Est-ce que c'est parce que c'est par calcul pragmatique, de dire on n'est pas pour piler sur les... Mais ça, c'est incroyable qu'il ne s'explique pas. Supposément qu'il va le faire. Hein? On l'attend. Au jour 4, on va savoir pourquoi finalement il appuie les États-Unis. Mais je veux te dire, monsieur, il y a un gros risque aussi dans le monde très transactionnel de M. Trump à ne pas appuyer les États-Unis. Aujourd'hui, M. Trump disait, puis là, je vais vraiment bien le citer, là, nous allons rompre tout le commerce avec l'Espagne. Ben oui. Parce qu'il est en colère, parce que l'Espagne n'a pas permis qu'on utilise ses bases aériennes ou ses bases militaires pour transiter, pour envoyer du matériel, etc. Alors, on est aussi dans un monde où M. Trump tient un peu tous ses alliés en otage, ou si vous n'êtes pas avec moi, ça veut dire que vous êtes contre moi. Puis c'est là qu'il y a un risque, parce que jusqu'où est-ce que ça va forcer tous les alliés des États-Unis à mettre le doigt dans l'engrenage? Je te donne un exemple. M. Macron a pris la parole aujourd'hui. Excuse-moi, des fois, je bégaye. Puis, et là, il indique clairement, la France a abattu des drones iraniens. La France participe à envoyer des rafales dans le théâtre d'opération pour défendre nos bases aériennes là-bas et défendre nos alliés. Donc, la France est engagée dans cette guerre-là de manière défensive. Tu vas me dire, mais elle a mis le doigt dans l'engrenage. Il y a un porte-avions qui est en route, etc. Donc, c'est ça aussi, moi, je pense, la nouvelle inquiétude qui survient quant aux conséquences de cette guerre-là, c'est est-ce que, par solidarité pour tous ces pays du Golfe sur lesquels les démocraties occidentales reposent pour assurer leur sécurité dans la région, est-ce que d'autres pays vont être entraînés par la porte en arrière dans cette guerre-là? C'est un risque réel, je pense. Donc, ça fait pas mal de questions à poser aux oui. J'espère qu'on ne prendra pas juste 4 questions aujourd'hui. Merci, Emmanuel. À demain.